Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo top. Voilà, maintenant une fois par mois, je ferai une vidéo top parce que c'est toujours intéressant et puis facile à faire aussi, hein, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui est pas très long à préparer. Et donc aujourd'hui, ce sera un top spécial Young Adulte puisque ça m'avait été demandé. Voilà, donc pour les personnes qui n'en lisent que je vise surtout les personnes qui n'en lisent que sporadiquement parce que je me dis qu'au moins voilà ça peut leur donner envie de se lancer dans certains. Mais après voilà, si vous en lisez beaucoup, bon on verra si si on partage les mêmes goûts. Moi j'en lis pas énormément non plus, hein. Mais voilà, j'en lis quand même quelques-uns. J'en lis quand même pas mal dans l'année, on va pas se mentir. Il y en avait pas mal dans mon top 2023 par exemple. Donc c'est que j'en lis quand même beaucoup. Donc voilà, bon comme d'hab, je suis en live et ben écoutez, je vous propose de commencer de suite. Alors, juste pour la précision, j'ai pris donc évidemment dans mon classement Booknode. Et donc en premier, il va y avoir ceux qui sont dans ma liste d'argent. Alors, il n'y a pas tous les young adultes de ma liste d'argent, hein. Il y a vraiment ceux que j'ai préférés parce que sinon c'était pas possible. Ensuite, il y a les young adultes de ma liste d'or et à la fin, il y en a un seul qui était dans ma liste de diamants. Bon, voilà, mais c'est le seul plus ou moins classement parce qu'après, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas classé par ordre de préférence ou quoi. Donc voilà, je préférais faire ce petit disclaimer. Donc, je commence. Hop, je me mets là avec Nous sommes Athéna de Shamim Sarif. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre une organisation clandestine. En fait, c'est vraiment une organisation qui est composée principalement de femmes et qui lutte pour les droits des femmes à travers le monde. Mais vraiment de façon pas forcément pacifiste. Voilà. Et on va suivre en fait l'une des agentes qui s'appelle Jessie. J'ai fait des anti-sèches pour me rappeler des prénoms parce que je me rappelle jamais des prénoms en fait. Donc je me suis dit que ça serait quand même bien d'avoir les prénoms des gens. C'est Jessie en fait, donc elle est allée libérer en Afrique des femmes retenues en otage, c'était un peu genre Boko Haram, hein. Et maintenant elle doit partir en Serbie pour se débarrasser en fait d'un trafic, enfin d'un mafieux à la tête d'un trafic. Et voilà, on va suivre un petit peu ça, mais c'est voilà, c'est avant tout un roman assez féministe et assez badass. Il y a aussi une petite romance entre deux femmes. C'est intéressant. Et voilà. Ah super Karine a trouvé Dirty Weekend. Donc voilà pour celui-ci. Le premier que je peux... Il sort un peu... Je le mets celui-là parce qu'il sort vraiment du lot. Je trouve il est vraiment original par rapport aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas la première fois que je le recommande. Le deuxième, c'est Girlhood de Kat Clark. Alors, Kat Clark, c'est une autrice que j'aime beaucoup, même si j'ai pas aimé tous ses romans. J'en ai lu plusieurs, hein. J'en ai lu quelques-uns. J'ai pas tout aimé ce que j'ai lu, mais je trouve qu'elle a quand même quelque chose d'intéressant. Bon, déjà, au niveau de la diversité, hein, elle met toujours des personnages LGBT+, dans ses romans. Et puis surtout, ces romans sont à la fois sociétaux et à la fois des thrillers, c'est ça qui est intéressant. Voilà, il y a toujours un... Alors, plus ou moins, il y en a qui sont vraiment totalement thrillers, il y en a qui sont moins, mais il y a toujours quand même un aspect un peu suspense dedans. Et donc là, on est dans un pensionnat où on va suivre
purée, là pour contre, j'ai pas son prénom, je me souviens plus. C'est une narratrice qui parle à la première personne. Oui, les pense-bêtes. Du coup, c'est une héroïne dont la sœur jumelle est morte, en fait, qui se retrouve dans ce pensionnat et elle est morte. Je sais pas si on peut le dire. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, je pense que ça spoilerait. Et donc, du coup, elle est en coloc avec ses deux meilleures amies, quoi. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle fille qui arrive. Et en fait, elle va un peu semer le trouble dans, dans le groupe. En fait, parce que elle arrive avec des secrets et surtout, elle a l'air un peu de connaître l'héroïne, on sait pas trop. Bref, voilà, il y a toute une intrigue autour de ça et surtout, bon, voilà, il va y avoir pas mal de thématiques assez lourdes autour de l'adolescence. Voilà, c'était très très intéressant celui-ci. Alors, une autre autrice que j'aime bien, même si c'est un petit peu en dents de scie, c'est Alice Oseman. Bon, vous devez la connaître en tant qu'autrice de Heartstopper, que j'ai pas mis d'ailleurs. J'ai pas mis de graphique, hein, je n'ai mis que des romans. I Was Born for This, c'est, je crois, le premier roman que j'ai lu d'elle. J'avais lu Heartstopper, enfin le premier tome, et du coup, j'ai enquillé sur celui-là qui n'était pas encore sorti en France à ce moment-là. C'est un des rares livres que j'ai lu en VO. Et franchement, je me suis régalée. Donc, dans cette histoire, on va suivre Angel. Angel, en fait, c'est une fan, donc elle a 18 ans, c'est une grosse fan d'un groupe. Alors, c'est un peu un groupe boys band, genre One Direction, quoi. Le groupe, il s'appelle The Ark. Donc c'est un boys band de pop rock qui est super célèbre. Et elle, c'est une grosse fan. Et en fait, elle est très très active sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a un gros... elle est assez connue en tant que fan de ce groupe. Elle fait du contenu par rapport au groupe, etc. Et dans les gens qu'elle va fréquenter parmi les fans, elle va devenir amie avec Juliette. Et en fait, un jour, elles vont se rencontrer pour aller à un concert de leur groupe préféré. Voilà, donc c'est vraiment le gros événement tant attendu. Enfin, elles vont pouvoir les voir en concert. Et sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque déjà Juliette, elle se ramène avec un mec. Alors que Angel, alors j'ai oublié de préciser, mais Angel est musulmane, c'est très intéressant. Angel, l'héroïne, est musulmane, elle est voilée, enfin, elle porte le foulard. Et elle est assez introvertie, et du coup, quand Juliette se ramène avec un mec que Angel ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, alors Angel, c'est pas son vrai prénom, hein. Ferishti, je crois que c'est son... J'ai pas de... Ça m'est revenu d'un coup. Je crois que c'est Ferishti, son prénom. Et du coup, ouais, voilà. Du coup, elle est un peu dégoûtée parce que pour elle, c'est un peu une trahison. Mais bon, elle va essayer de faire avec. Voilà. Donc déjà, ça commence mal. Et puis, en fait, les péripéties vont aller de mal en pis. Et en parallèle, parce qu'on suit deux arcs narratifs, en parallèle, on va suivre Jimmy, qui, lui, est un membre du groupe The Ark. Donc, on va suivre un petit peu sa vie. Et c'est un garçon trans. Et il me semble, de mémoire, qu'il n'a pas fait son coming out. Je ne crois pas. Je sais plus. Bref, en tout cas, on va suivre son... Mais lui, son problème, c'est que, justement, il en a un peu marre. Il se porte plus, en fait, cette espèce de fanatisme, en fait, de groupie comme ça, alors qu'il estime que personne ne le connaît vraiment et comprend pas pourquoi toutes ces filles sont amoureuses de lui, alors que... Enfin, de lui et de ses compagnons, quoi, alors que voilà, elles les connaissent pas. Et en fait, il va se passer tout un truc au sein du groupe. Bref, c'était vachement bien. Je me suis vraiment régalée. Elle a écrit plus qu'un roman, hein. Elle a écrit plus qu'un roman, et d'ailleurs, il y en a un autre que je vais citer là. Mais voilà. Ouais, il est sorti en VF celui-là. Il n'y a pas. Cette année, je crois qu'il est sorti.
Du coup, ouais, franchement, c'était bien. C'était alors. Attention, Alice Oseman, vous attendez pas à du thriller, par contre, hein, là, c'est tout mignonné. Mais il y a pas mal de thématiques hyper intéressantes. Et je sais pas, moi, je me suis pas mal identifiée. Je me suis un peu identifiée à Angel. J'ai été très touchée par pas mal de personnages dans cette histoire. Et je trouvais aussi que les thématiques abordées étaient un peu originales par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Puis surtout, bon, suivre un personnage musulman qui porte le foulard, c'est assez rare aussi. Et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'évidemment, il y a la religion qui entre en compte à certains moments, etc. Sans que ce soit tout le temps autour de ça. Pareil pour la transidentité. Ça fait partie des thématiques du roman, sans que ce soit aux premières loges, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et voilà. Donc c'était vraiment très très bien. Et je pense que le suivant, c'est aussi Alice Oseman, voilà. Là, je les ai mises à côté. Loveless, cette fois, celui-là, je l'ai lu cette année. J'ai vraiment, vraiment adoré. Alors, il n'était pas dans mon top, c'est vrai, de 2023, mais parce qu'il y avait tellement de... Franchement, 2023 a été quand même une année... J'ai regardé, parce que du coup, j'ai fait... Pour ce top, j'ai un peu regardé aussi dans mes tops des autres années. Et je me disais, putain, mais en fait, j'ai eu beaucoup moins de coups de cœur à certains moments. C'est fou, 2023 a été une année assez riche en coups de cœur. Coucou Martine. Et du coup, bah limite, voilà, Loveless, qui était que dans ma liste d'argent. En fait, d'habitude, dans mon top, je mets des trucs de ma liste d'argent et tout ça. Et là, c'était que de ma liste d'or, quoi. C'était un truc de fou. Bref. Loveless, en fait, ça parle d'asexualité et d'aromantisme. Et ça aussi, c'est des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans. Et d'ailleurs, Alice Oseman elle-même est asexuelle et aromantique. Et du coup, elle ne peut que bien parler de ça, hein, forcément. Elle est concernée. Et donc, on va suivre Georgia. Putain, là, j'ai même pas regardé mon pense-bête parce que je me rappelle de son prénom. Bon, vous allez me dire, c'est cette année, c'est un peu, c'est un peu plus logique. Mais bon, je me rappelle pas des prénoms des livres que j'ai lus il y a une semaine. Alors... c'est Georgia en fait qui n'a jamais vécu, donc elle est jeune, alors elle est jeune adulte dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont passé l'adolescence, là ils rentrent à la fac. Et Georgia, elle est jamais tombée amoureuse, elle a jamais eu d'histoire avec qui que ce soit, etc. Et en fait, elle s'inquiète un petit peu parce que bon bah c'est pas tout ça, mais là elle rentre à la fac et alors oui évidemment être en couple c'est pas le but ultime, mais le problème c'est que bah elle a un peu envie d'être comme tout le monde, Georgia. Et à chaque fois, elle essaye de se persuader qu'elle est amoureuse d'un gars, et sauf qu'elle se rend compte que, ben non, finalement non. C'est-à-dire que, voilà, au début, en fait, elle est à fond sur un gars. Et évidemment, ça va finir par matcher pendant une fête, et au moment où il va pour l'embrasser, elle fait ah non, finalement non. Donc voilà, c'est assez drôle. Eh ben, au moins, vous ne verrez pas, enfin j'allais dire vous ne verrez pas de romance, si, mais il y a effectivement une romance, mais avec des personnages secondaires, mais en tout cas, voilà, c'est pas au premier plan. Et du coup, voilà, c'est très intéressant parce que, ben, on va suivre Georgia dans son errance un peu comme ça, elle comprend pas, elle va prendre conseil, elle va avoir donc elle a un meilleur ami et une meilleure amie, et son meilleur ami en plus il en pince pour elle, même si elle le sait pas. Et elle va hériter d'une colocataire quand elle va entrer à la fac, et sa colocataire, elle par contre, elle est très libérée en fait, voilà, elle pas de problème pour avoir des histoires d'un soir, etc. Ce qui n'est jamais jugé dans le livre, hein, d'ailleurs, tant mieux. Et du coup, elle va lui demander des conseils. Mais ouais, mais bon, le problème, c'est qu'elles sont pas du tout pareilles, quoi. Elle va vite s'en rendre compte. Et finalement, c'est en rejoignant une association, je vais pas vous raconter tout le livre, hein, je vous rassure, en rejoignant une association LGBT+, qu'elle va découvrir voilà, ce qu'il en est vraiment. Et franchement, c'était vachement bien. Et si vous aimez le théâtre, et notamment Shakespeare, sachez que ça tourne beaucoup autour de ça, dans ce roman. Ça parle beaucoup de théâtre et des pièces de Shakespeare. Et d'ailleurs, c'est ce roman
qui m'avait donné, je l'ai toujours pas lu, mais bon, qui m'avait donné envie de lire Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, parce qu'ils en parlent beaucoup et ça donne vachement envie quand ils en parlent dans le livre. Et voilà, du coup, en tout cas, franchement, ce livre vend très bien Shakespeare, hein, je vous le dis. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant comme thématique. Et j'ai pas mal ri, et j'ai pas mal eu d'émotions, enfin voilà, on s'ennuie pas, quoi, c'était très cool. Ensuite, alors celui-là, j'en avais parlé, ouais, Slay de Brittany Morris. Je crois que ça devait être dans mon top de 2022. C'est une... alors, attention, pense bête prénom. C'est Kira. C'est Kira, qui est en fait une des meilleures élèves de son lycée et une des seules élèves noires de son lycée, accessoirement. Et le truc, c'est que Kira, elle en a un petit peu. Alors, Kira, c'est une geek, hein, faut préciser. Voilà, elle est fan d'informatique, de jeux vidéo. Elle est très forte en maths et tout. Et elle en a un peu marre que le monde des jeux vidéo, notamment, mais pas que, soit sexiste et surtout raciste. Voilà. Et du coup, en fait, elle va décider de créer son propre jeu vidéo. Et le truc, c'est que elle va préférer ouvrir son jeu vidéo uniquement à des personnes racisées. Le problème, c'est que ça va se savoir, donc ça marche sur invitation, voilà, c'est très VIP, tout ça. Le problème, c'est que ça va se savoir et ça va se faire scandale parce que, ah là là, c'est du racisme anti-blanc, comme si les blancs n'avaient pas assez de jeux vidéo pour eux, mais bon, c'est voilà. Donc ça va faire scandale. Heureusement pour Kira, elle est anonyme, personne ne sait que c'est elle qui a créé ce jeu vidéo, qui est célèbre. Même ses propres amis ne savent pas que c'est elle qui a créé ce jeu vidéo. C'est ça qui est génial, je trouve, alors qu'ils y jouent et tout. Et en fait, le truc, c'est que là, c'est là qu'on va basculer dans un côté un peu thriller, parce que elle va se retrouver dans la sauce Kira, même si elle est anonyme, elle a très très peur. Parce que là, ça commence à devenir grave, en fait, le bad buzz, en fait, que son jeu prend. Et notamment, ça va s'aggraver le jour où un des joueurs va être assassiné. Voilà. Ou va être retrouvé mort. Non, je crois qu'il est assassiné. Je sais plus. J'ai un doute là si c'est un suicide ou un assassinat. Merde. Bon, comme ça, vous aurez le suspense. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, forcément, mais que ce soit un suicide ou un assassinat, de toute façon, tout le monde va en déduire que c'est la faute du jeu. Et du coup, forcément, elle commence à s'inquiéter, juridiquement parlant. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle est en danger? Voilà. Et donc, tout va tourner un peu autour de ça. Et puis, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de messages sur le racisme, sur l'appropriation culturelle, etc. Donc, c'était vraiment extrêmement intéressant. Ah, j'ai pas mis la couverture française. Mince, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. C'était, pour la précision, comme j'ai pas mis la couverture française, c'est édité chez Akata dans leur collection Young Novel. Il y en a, quoique j'allais dire, il y en a quelques-uns. Non, il y en a 2. Ah, il y en a un que j'ai oublié, tiens, quand j'y pense, que j'aurais pu mettre aussi de chez Young Novel. Mais bon, on peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. Je me suis arrêtée à 25. Ensuite, comme aujourd'hui, de David Levitan. Ah, celui-là, c'était un peu un ovni, ce livre. C'était vraiment un ovni. Alors là, j'ai pas besoin de pense-bête, pour le coup. Donc, en fait, dans ce livre, on suit A qui est une entité. C'est un livre fantastique. C'est une entité qui n'a pas de genre. Et en fait, qui est un genre d'esprit, finalement. Et qui, chaque matin, se réveille dans un corps différent. Mais dans un corps de quelqu'un qui existe et qui a sa propre personnalité, en fait. Et donc, A va prendre le corps, va emprunter, on va dire, le corps, sans le vouloir, hein, le corps de cette personne pendant 24 heures.
Et donc du moment où Yel va se réveiller, je dis Yel parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon, une fille, donc du moment où Yel va se réveiller jusqu'au moment où Yel va s'endormir, en fait, Yel va être dans un corps en particulier d'un garçon, d'une fille, mais toujours la particularité, c'est que la personne a toujours son âge. Donc A sait qu'elle est née à un moment donné et qu'elle a grandi, puisqu'à chaque fois dans un corps de bébé, puis d'enfant, etc., etc. Et donc Yel a aujourd'hui, je crois que c'est 16 ans. Et donc Yel a quand même eu, malgré tout, des histoires, a fait des rencontres, etc. Mais le problème, c'est que Yel n'était pas dans... Enfin si, Yel était elle-même, mais dans son corps, dans le corps d'un autre. Et cette personne à qui on a emprunté son corps, à chaque fois, oublie totalement ce qui s'est passé pendant cette journée. Puisqu'elle n'était pas dans son... Elle n'était pas dans son corps, quoi. Voilà, je sais pas si vous arrivez à suivre. Et donc, on va suivre la vie de A. Et c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, comme A se réveille à chaque fois dans un corps différent, Yel va se sentir à chaque fois différent, et ça va donner lieu à des thématiques particulières. Par exemple, à un moment, Yel se réveille dans le corps d'une fille qui est addicte à la drogue. C'est un mec ou c'est une fille? Je sais plus, peu importe. Une personne qui est addicte à la drogue, et du coup, Yel va sentir les besoins de la drogue. À un moment, c'est la dépression. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Salut Highland, merci pour le suivi. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que A va tomber amoureuse d'une jeune fille. Voilà, et cette jeune fille, c'est Rhiannon. Et en fait, A va tomber amoureuse de cette fille parce qu'elle va se réveiller dans le corps du petit ami. Et il va passer une journée avec elle et il va commencer à développer des sentiments. Et en fait, les jours qui vont suivre, A va tout faire à chaque fois pour se retrouver dans l'entourage de Rhiannon. Le problème, c'est qu'elle peut se réveiller dans un corps de n'importe qui dans le pays. Alors, ça reste aux États-Unis, visiblement. Hein. Mais voilà. Et c'était assez oufissime. C'était assez oufissime, ce livre. Mais déjà, quel sujet original, vraiment. En plus, avec un personnage principal qui n'a pas de genre, qui n'a pas d'orientation sexuelle, enfin en tout cas qui est visiblement pansexuelle, puisque on sait que Yel est déjà tombée amoureuse d'un garçon, par exemple, aussi. Et mais qui va vivre à chaque fois des vies différentes. Et donc là, il va y avoir tout le truc autour de Rhiannon. Alors, je précise que il y a des trucs qui m'ont gêné un peu parce que parfois ça peut un peu confiner au harcèlement. Enfin, pas harcèlement parce que c'est pas non plus... Mais bon, le truc c'est que voilà, A va toujours faire en sorte quand même de revenir près de Rhiannon. Et bon, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné dans le livre. Mais après, il n'y a rien de problématique en soi. Et surtout, voilà, c'est toutes les thématiques qu'il y a sous-jacentes, quoi. C'était vraiment génial. Et il y a eu un film. Est-ce que je l'ai vu, le film? Je suis en train de douter, là. Je sais qu'il y a eu un film. Je suis tellement marquée par ce livre que... Non, je crois pas que je l'ai vu. Si, je l'ai vu. Si, il y a des scènes qui me reviennent d'un coup. Je l'ai vu, le film. Je l'ai lu il y a longtemps et du coup, voilà. Bref, n'empêche, je l'ai lu il y a longtemps, mais je me rappelle vraiment bien, quoi. C'est ouf, comme il m'avait marqué. Bref, voilà. Ce sera moi de Laila Lee. C'était vraiment très mimes, celui-ci. Donc en fait, on suit une jeune fille. Alors là, je vais avoir besoin de mon pense-bête juste pour son prénom, Sky. C'est Sky qui va participer en fait à un genre de télécrochet un peu comme La Nouvelle Star, clairement. Mais là, c'est un télécrochet dont le ou la gagnante va pouvoir faire partie d'un groupe de K-pop. Voilà, en gros. Ça se passe aux États-Unis, hein, je précise. Mais voilà, l'autrice est coréenne et Sky
et d'origine coréenne aussi. Voilà. Et du coup, donc elle va participer à ce télécrochet. Le problème, c'est que Sky est grosse. Voilà. Et du coup, quand elle arrive parmi les candidats du télécrochet, évidemment, tout le monde se fout de sa gueule. En plus, elle a une mère qui est totalement grossophobe aussi et qui arrête pas de lui dire de faire des régimes et surtout de lui dire mais tu vas jamais réussir, voilà, tu corresponds pas à ce qu'ils recherchent. Enfin bon bref, c'est horrible, absolument horrible. Mais Sky, elle ne démord pas, elle sait parfaitement bien chanter, elle sait très bien danser malgré son poids, voilà, elle a aucun problème. Et du coup, elle va participer. Et en fait, je crois que... Non, je vais rien dire en fait. Non, je vais rien dire parce que sinon ça spoilerait. Mais par contre, elle va rencontrer, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rencontrer d'autres candidates. Et il va y avoir plusieurs thématiques aussi qui vont sortir de là. Donc évidemment, la thématique number one de ce livre, c'est la grossophobie. Mais il va y avoir d'autres thématiques, le racisme, parce qu'elle est d'origine coréenne. Et en fait, c'est un télécrochet pour recruter des membres de groupes de K-pop, mais en fait, il y a tout le monde qui participe, quoi. Il y a des blancs, des noirs, enfin bon, voilà. Mais du coup, c'est intéressant un peu de voir comment ça se positionne là-dedans. Et puis, il y a aussi la thématique de la bisexualité. Parce qu'on a plusieurs personnages, dont l'héroïne, qui sont bi. Et du coup, c'est bien parce que c'est une orientation sexuelle qu'on voit pas beaucoup, mine de rien, et qui est beaucoup invisibilisée. Je le remarque tellement, en fait, dans la fiction. C'est un truc de fou, c'est que tout le temps, dans la fiction, comme dans la vie réelle d'ailleurs, c'est que dès que, je sais pas, par exemple, un mec qui jusque-là n'a eu que des copines, dès qu'il va s'intéresser à un autre mec, on va dire « Ah ben non, mais en fait, il était gay ». Il n'y a jamais un moment où on se dit « Mais sinon, la personne peut juste être bi ?» En fait, c'est un truc de fou. Jamais, jamais les gens se disent « Mais la personne peut être bi ». Je comprends pas ce délire, quoi. Putain. Et du coup, voilà. Bon, bref. Du coup, c'est toujours intéressant, ce genre de thématique. En tout cas, c'était très mime, c'était hyper feel good, c'était très émouvant et voilà. Je sais pas si on peut dire une saga, une duologie, puisqu'il y en a deux, une duologie qui m'a embarquée de ouf, celle-là, Tiny Pretty Things, et le tome 2, c'est Shiny... Oh merde, je vais pas m'en souvenir, évidemment j'ai mis que le tome 1. Shiny Little quelque chose, bref. De Sona Sharaïpotra, pardon, et Doniel Clayton, qui d'ailleurs avait écrit aussi Les Belles, que j'avais failli mettre dans ce top, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas eu de suite traduite en français, donc c'est nul. C'est dommage. Ça, c'était assez épique, cette duologie. En fait, on est dans le domaine de la danse classique. Et on va suivre Gigi. Je crois que c'est Gigi. Ouais, on va aller chercher le petit pense-bête. C'est Gigi. Gigi, qui est la seule élève noire de son école de ballet. Voilà, c'est à New York. Hein, donc elle a réussi à intégrer une école quand même assez prestigieuse de ballet. Et donc elle vient d'arriver. Et le truc, c'est que elle est tellement bonne qu'elle va être choisie pour incarner un rôle phare dans le premier ballet de l'année. Je crois que c'est... merde, comment ça s'appelle déjà? Le lac des cygnes, voilà, je cherchais. J'étais là, Yacine dedans. Le lac des cygnes, il me semble que c'est ça. Enfin, soit c'est ça, soit en tout cas, il y a le lac des cygnes à un moment. Non, c'est peut-être plus le deuxième, je crois, le lac des cygnes, parce qu'il va y avoir une concurrence. Bref, du coup, le problème, c'est que elle fait de l'ombre à l'élève vedette qui est Betty. Betty qui, elle, est l'incarnation parfaite de la danseuse parfaite, blonde aux yeux bleus, tout ça, tout ça.
Et du coup, forcément, bah voilà, il va y avoir des rivalités. Le problème, bon, ça déjà c'est un problème, mais vous allez me dire, c'est pas très original. À part, si, l'originalité, déjà, la première originalité, c'est que c'est une élève noire qui fait de la danse classique. Mais l'autre originalité, c'est que Gigi va subir du harcèlement, mais caché, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, elle va retrouver, je sais plus, un bout de verre dans ses chaussons, ce genre de choses, en fait. Et donc, voilà, personne ne revendique le truc. Et donc, elle est persuadée que c'est Betty, mais on va comprendre que c'est plus compliqué que ça. Et surtout, il va y avoir un mort. On va dire ça comme ça. Il va y avoir un mort. Voilà. Donc là, on va vraiment basculer dans le thriller. Et franchement, c'était génial. Moi, j'étais à fond. On suit pas mal de personnages. Hein. On suit pas que Gigi et Betty. On suit aussi des personnages masculins, d'ailleurs. Et voilà, c'est toutes les rivalités, les trahisons, etc. Dans cette école de ballet qui n'encourage que la perfection. Donc on voit la pression en fait que subissent ces danseuses. Et d'ailleurs, on voit que la pression est toujours plus difficile sur les filles que sur les garçons, évidemment. Et donc voilà, il y a tout ça qui est mis en avant. Le racisme aussi, hein, que va subir Gigi. Et voilà, il y a pas mal de thématiques aussi. Et les deux tomes sont très bons. Je trouve que le tome 2 il va parfaitement dans la lignée du tome 1, ce qui n'est pas toujours le cas. Et par contre, n'allez pas voir la série Netflix. C'était extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais, franchement. J'étais trop contente, je l'attendais. En plus, je me souviens que quand je l'avais lu, ce livre, la série était juste annoncée. Et j'en pouvais plus de l'attendre, quoi. J'étais trop hypée de ouf. J'avais trop hâte et tout de voir la série. Et en fait, quand enfin elle est arrivée, que j'ai commencé à regarder, j'ai fait... Mais c'est quoi ce bordel? Donc, bon, qu'ils aient changé des scènes et tout ça, ça je m'en fous. Mais le truc, c'est que ça n'avait rien à voir, là. Ça n'avait strictement rien à voir. Et en plus, les acteurs jouaient mal. C'était vraiment une catastrophe, quoi. Vraiment, vraiment. Bref, c'était très mauvais. Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est l'adaptation. Mais à ne surtout pas voir. Franchement, c'est très mauvais. Voilà pour celui-ci. Ouais. Non, mais c'est très mauvais. Ah, il y a un gros décalage encore avec le chat. Forcément, dès que j'enregistre, c'est toujours pareil. Donc voilà. Nous ne sommes pas libres de Tracy Chi. Un young novel encore de chez Akata. Ah là là, celui-là. Il m'a fait chialer. De ouf. Franchement, pareil, une thématique qu'on voit pas beaucoup. Donc la thématique assez lourde. Puisque on va suivre en fait des Japonais. Donc on va être juste après, ça va commencer juste après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. En 42, 3, je sais plus. Mince, désolée si je dis une bêtise. Hein. Au début des années 40, en tout cas. Et donc voilà, juste après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, en fait, ce qui va se passer, c'est que les Japonais vont être les nouveaux ennemis des Américains et tous les Japonais qui habitent aux États-Unis vont être stigmatisés. Ça va commencer par là. Donc tout le monde va dire voilà, vous êtes les ennemis de la nation, etc. Et petit à petit, il va commencer à y avoir un apartheid, vraiment, jusqu'à ce qu'on crée carrément des camps, voilà, des camps d'internement pour les Américains d'origine japonaise. Ça marche, Viviane. Bonne soirée, bonne nuit, bisous, bisous, merci d'être venue. Et donc on va suivre, et dans cette histoire, on va suivre plusieurs jeunes gens de plusieurs âges, en fait, entre
13 et 20 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Qui sont tous plus ou moins amis ou membres de la même famille. Voilà, ils sont tous un peu dans la même communauté. Et on va suivre un peu toutes leurs histoires. Et en fait, c'est ce qui est extrêmement triste, c'est que j'en ai des frissons quand je vous en parle. C'est un truc de fou parce que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Et ce qui est extrêmement triste, c'est que ils menaient des vies d'adolescents normaux. Ils aimaient leur pays. Ils étaient trop fiers d'être américains. Ils avaient tous des rêves, etc. dans ce pays. Et d'un coup, ils se retrouvent dans ces camps. C'était tellement triste. Et putain, et en plus, il y en a certains qui vont être enrôlés comme soldats pour aller combattre en Europe, pour aller combattre, dans la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Oh my god, mais que c'était d'une tristesse. Et en même temps, alors bon, attention, c'est pas que la dépression non plus, il y a un petit peu d'espoir là-dedans, mais bon, j'avoue que c'est quand même très dominé, voilà, c'est vraiment pas joyeux, mais c'est beau, c'était très beau, leurs histoires à eux étaient très belles, il y avait des histoires d'amour fortes, il y avait des histoires d'amitié fortes. Et putain, qu'est-ce que j'ai chialé dans ce livre, mon Dieu, que j'ai chialé, c'était très très beau, et voilà, et ça dépeint vraiment une réalité, quoi. C'était la réalité de ce que vivait. Et alors, il y a tout, hein, c'est-à-dire ils vont aussi recevoir des questionnaires à un moment pour voilà, savoir si s'il y a un risque qu'ils trahissent leur pays. En gros, c'est ça le truc horrible, c'est que on les stigmatise, on les enferme dans des camps, mais après on leur dit, mais par contre, faut rester fidèle aux États-Unis, hein. C'est un truc de fou, quoi. Bref, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Coucou Nicole, ça fait plaisir de te voir, ça faisait un bail que t'étais pas venue. J'espère que tu vas bien. Pas de soucis. De toute façon, je garde le meilleur pour la fin à chaque fois. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller... Donc c'est du On Voice aussi, hein, puisqu'elle raconte un peu la vie de ses ancêtres, hein, finalement, Tracy Chee. Et je ne peux que vous conseiller ce magnifique roman de chez Akata. Voilà. Alors, putain, on reste donc dans la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Pump it up. Voilà, cette fois du côté allemand. Donc, dans Envol pour le paradis. Salut Stéphane, comment ça va ? Dans Envol pour le paradis, en fait, j'ai pas dit de prénom, mais parce que dans celui d'avant, mais parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, c'est vraiment un roman choral. Là, on va suivre Arthur, qui est allemand. Donc, ça se passe en 1942. Voilà, donc Hitler est à la tête du pays. Et Arthur, lui, donc c'est un jeune homme dont les parents sont paysans, voilà, et en fait, jusqu'à présent, ils ont toujours vécu un peu dans leur coin, j'allais dire. Bon, voilà, ils font leur life, quoi. Il sait pas du tout... Enfin, il connaît pas la politique d'Hitler, en fait. Il connaît rien de la politique. Voilà, il connaît rien de la politique. Ses parents l'ont toujours un peu plus ou moins protégé de ça. Voilà. Et le truc, c'est que un jour, il va être forcé, en fait, tout simplement parce que les nazis vont chercher à recruter des jeunes gens qui correspondent à l'idéal qui se font, hein, de la race aryenne, etc. Et donc Arthur va être recruté par les jeunesses hitlériennes. Voilà, et donc il va découvrir ce monde-là. Et le truc, c'est que Arthur, bon, il comprend vite, il n'est pas con, que c'est problématique. Mais d'un autre côté, Arthur, il a un rêve dans la vie, qu'il a toujours eu, c'est de devenir pilote. Et qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Évidemment, de conduire des avions. Mais, vous l'aurez compris, c'est pas des gentillets avions, c'est pas des avions de ligne pour transporter des personnes. Voilà. Donc voilà, ce livre va vraiment tourner autour de
ben, l'endoctrinement, les dilemmes qu'on peut avoir, etc. Et jusqu'où on est prêt à aller pour réaliser un rêve. Et voilà, j'ai vraiment... Alors, cet auteur, j'ai oublié de dire le nom de l'auteur, Jean-Marie Desfossés. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années, en fait. Ouais, il y a plus d'une dizaine d'années. Pas loin de 15 ans, je pense, ouais. Une quinzaine d'années, déjà. Parce que je travaillais dans un collège et qu'il était venu... pour faire une petite conférence, quoi. Et parler de ses livres. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il écrit. Et d'ailleurs, il va y en avoir un deuxième dans la liste. Mais en vrai, tous ceux que j'ai lus de lui, je les ai tous aimés, quoi. J'étais étonnée que... Bah, qu'il sache aussi bien saisir la psyché adolescente. Bon, vous allez me dire, il a été adolescent aussi, mais je sais pas, il y avait quelque chose une grande humanité qui se dégageait de cet homme, une grande tolérance, etc. Donc, voilà. Ah ouais, c'est con, hein. Et du coup, donc le suivant, bah, c'est aussi de cet auteur, Un présent imparfait, de Jean-Marie Desfossés, donc. Dans lequel, donc là, c'est sur une toute autre thématique, mais qui m'avait énormément touchée aussi, où on va suivre Isabelle qui souffre de dépression et qui souffre d'anorexie. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est que bah déjà, il n'y a aucun jugement qui est porté. Et surtout, que en fait, j'ai trouvé qu'il expliquait, bah moi, en plus à l'époque, j'avais eu un gros épisode dépressif à ce moment-là. Et je me rappelle, j'avais noté une citation du livre parce que je trouvais que il avait parfaitement su représenter le sentiment qu'on a quand on est en dépression, en fait. C'est-à-dire que quand tout le monde, en fait, nous dit « mais ça va, y a pire ailleurs, c'est bon, t'es quand même privilégié, tout ça, voilà. » C'est le truc qu'on entend hein, quand on est en dépression. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on entend. Et en fait, dans ce livre, voilà, il dit, à travers la voix d'Isabelle, il dit oui, mais en fait, ça sert à rien un truc comme ça, hein, ça sert à rien de nous dire qu'il y a pire ailleurs. C'est justement parce qu'il y a pire ailleurs qu'on se sent encore plus mal en fait d'être comme ça, parce que on peut pas lutter contre ça en fait. Et du coup, le savoir que on est dans cet état-là alors que justement il y a pire ailleurs, ben, ça ne fait qu'aggraver les choses en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Alors c'était beaucoup plus joliment dit, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai trouvé ça génial. C'était une citation qui m'avait beaucoup marquée. Et puis bon, voilà, le livre dans son ensemble, c'était très très touchant et très très bien écrit. Voilà, pour celui-ci. Alors là, on change de style parce que là, on est dans un truc plus empouvoirant pour le coup, avec Moxie de Jennifer Mathieu, dans lequel on va suivre une jeune fille, merci le pense-bête, qui s'appelle Viviane. Bah tiens, c'est marrant, Viviane est partie, mince. Donc c'est Viviane qui est au lycée, et le problème c'est que dans son lycée, il y a beaucoup de sexisme, comme partout, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais le truc, c'est que Viviane, elle a une maman féministe. Elle a une maman qui est hyper militante et qui, dans sa jeunesse, a fait des manifs et tout ça, machin. Enfin bref, vous voyez, les féministes aux cheveux bleus, toi-même, tu sais, voilà. Et, mais Viviane, en même temps, donc au début du livre, Viviane, elle s'en fout un peu de tout ça. Voilà. Viviane, elle n'est pas dans le délire de sa mère. Elle veut juste être une adolescente normale. Même, elle a un peu honte de sa mère, en fait. Voilà. C'est genre, c'est bon, maman, arrête, tu tapes l'affiche et tout. Voilà. Jusqu'au jour où, en fait, elle va se rendre compte, voilà, petit à petit, elle va se rendre compte que... Alors, je crois qu'il va y avoir un événement, je ne sais plus lequel exactement, il va y avoir un événement qui va lui faire ouvrir les yeux sur le sexisme ambiant qu'il y a dans le lycée.
Je crois que c'est une agression. Enfin, pas quelque chose de grave. Toutes les agressions sont graves, mais un truc genre pelotage de nibar, pas sur elle, hein, mais sur une amie à elle, un truc comme ça. Bref. Et du coup, c'est là où elle va se dire, mais attends, oh, ça va plus là, il y a un souci. Et en fait, ça va être tout un ensemble de petits éléments. Un moment, une nana qui arrive en débardeur et qu'on fait se rhabiller parce que c'est trop décolleté, ce genre de choses. Il va y avoir tout un tas de trucs comme ça. L'équipe de foot qui se croit tout permis. Et d'ailleurs, eux, ils peuvent se balader torse nu, c'est pas grave. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Et au bout d'un moment, ben, Viviane, elle va se dire, bon, elle va s'inspirer de sa mère. Et elle va se dire, ok, puisque c'est ça, alors elle veut pas non plus trop se mettre en avant parce qu'elle a peur de ce qui pourrait se passer, des représailles, etc. Donc en fait, elle va faire un truc anonyme. Elle va faire une action anonyme, parce qu'elle va écrire un fanzine où elle va voilà, répertorier un peu tous les trucs sexistes qu'elle a vus et où elle va dire bon, si vous êtes d'accord avec moi que voilà, il y en a marre du sexisme dans le bahut, etc. Mettez, alors je crois que c'était mettez un signe de reconnaissance sur votre main. Je sais plus ce que c'était. Bref. Et le truc, c'est que bah, ça va marcher. Ça va marcher. Et en fait, voilà. Et donc, ça commence comme ça. Et petit à petit, il va y avoir tout un mouvement qui va se lancer dans le lycée. Et franchement, c'est un livre qui est très jeunesse, même si l'héroïne a 16 ans. C'est marrant parce que il y a vraiment une différence entre deux young adultes avec des héros et héroïnes du même âge. C'est que des fois, c'est très, très adulte. Genre, t'as l'impression qu'ils ont 30 ans, limite. Et des fois, c'est très mims. Et là, c'est plutôt mims. Mais c'était très empouvoirant. Franchement, moi, j'avais les larmes aux yeux quand je lisais parce que j'étais tellement en mode waouh, trop bien et tout, trop génial. Tu sais, t'as envie d'être avec eux, t'aurais eu envie que ce soit pareil dans ton lycée et tout ça. Enfin voilà, c'était cool. C'était très cool, très empouvoirant. Et franchement, celui-là, je le recommande vraiment si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants ados, quoi, jeunes ados. Plus, ouais, je dirais plus genre 13-14 ans, en vrai, plutôt que 16 ans. Mais n'hésitez pas, quoi. Parce que vraiment, c'était très très cool. Et dans le même style, mais en moins mimes, un peu plus adulte, un peu plus dur, Nous les filles de nulle part, de Amy Reed, où il va y avoir plus ou moins la même chose, mais là, ça va être plus grave, puisque c'est une... donc en fait, on suit 3 héroïnes. Donc c'est Grace, Erin et Rosina. Elles ont toutes un peu des particularités d'ailleurs qui va donner lieu à certaines thématiques. Rosina, par exemple, elle est latina et elle est lesbienne. Erin, elle est autiste. Et on suit Grace qui, elle, vient... Alors, je sais plus ce que c'est sa particularité, pardon, mais en tout cas, elle vient d'aménager. Et donc, elle vient d'entrer dans ce lycée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va apprendre qu'il y a eu une affaire de viol dans ce lycée. Donc c'est une jeune fille qui a été violée pendant une soirée, je crois. Et d'ailleurs même, je crois que c'était un viol en réunion, un truc un peu hardcore. Mais sauf que, évidemment, comme c'était des garçons qui étaient bien sous tout rapport, ça fait un peu penser aussi à Une fille facile d'ailleurs, mais celui-là, il sera pas dans ce top parce qu'Une fille facile, même si c'est des adolescents, c'est pas un young adulte du tout. C'est un livre adulte. Mais voilà, et donc Grace va apprendre ça, et en fait, en parlant, elle va se lier d'amitié finalement à Rosina et Erin, et donc elles vont découvrir aussi qu'il y a un blog qui est tenu par ce qu'on peut appeler des mascus, des incels, bref, en tout cas des mascus plutôt. C'est pas forcément des incels en l'occurrence, puisque c'est surtout des mecs populaires d'ailleurs, qui tiennent un blog donc en gros pour parler des femmes, mais de façon bien sûr hyper misogyne. Voilà. Et donc voilà, de fil en aiguille, il va y avoir un peu plus ou moins une enquête sur qui est derrière ce blog, et surtout
Est-ce qu'on peut réussir à venger Lucie qui a été violée et qui malheureusement n'a pas été, la justice n'a pas été rendue pour elle. Ah, tu l'avais lu, Natacha? Et donc voilà, franchement, c'était vraiment très très bien ce livre. Je l'ai dévoré aussi. Bon, de toute façon, tous ceux qui sont dans cette liste, je les ai dévorés. Mais voilà, très empouvoirant aussi. Et donc voilà, un peu comme Moxie, mais en beaucoup plus adulte quand même. Mais ça reste un young adulte. Mais voilà, il y a des thématiques beaucoup plus dures dedans. C'était très très bien. Donc on retrouve l'autrice Kat Clark. Je les ai pas mis les deux à côté parce que pour moi, Girlhood est quand même un cran en dessous de Revanche. Revanche, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel pour le coup. Puisque dans cette histoire, donc les prénoms, on voit, putain, alors là en plus je m'en serais jamais souvenu sans le pense-bête. Donc c'est Jem. Jem qui a un meilleur ami qui s'appelle Kai. Et Kai, en fait, il est gay. Mais il n'est pas sorti du placard. Voilà. Bon, Jem, elle le sait, hein, quand même. C'est quand même son meilleur ami. Et le truc, c'est qu'un jour, Kai va disparaître. Enfin, en tout cas, voilà. Elle n'arrive plus à le joindre, etc. Et ce qui est bizarre, parce que voilà, ils sont assez inséparables. La couverture de ce livre rend vachement bien sur mon fond, là. Et le truc, c'est que le lendemain, Jem va apprendre que... Enfin, en fait, non, va recevoir très précisément un mail de Kai avec en pièce jointe une vidéo de lui avec un garçon. Le problème, c'est que cette vidéo a été partagée à tout le monde. Et Kai, il n'avait pas envie de sortir du placard. Et le truc, c'est que, évidemment, donc je pense qu'ils sont dans un, je sais plus de mémoire, mais je pense qu'ils sont dans un état assez conservateur. Et le problème, c'est que, donc, ils vont... Ah, non, attendez, c'est Kat Clark, elle est britannique, je crois. Je dis une bêtise. Bon, en tout cas, ils sont dans un lycée assez conservateur. Et donc, Kai va recevoir beaucoup de harcèlement, de menaces, etc. Voilà, ça peut faire de sa vie un enfer jusqu'à ce que ça le pousse au suicide. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment au début du livre. Et donc, Jem, évidemment, va être au 36e dessous, hein, dans tous ses états, parce qu'elle a perdu son meilleur ami pour une raison horrible en plus. Et tout le livre va être la vengeance de Jem. Et ça, c'est génial. Et la vengeance, d'ailleurs, fait pas mal, en fait, ça fait pas mal penser à 13 Reasons Why. Sauf que de mémoire, je crois que c'est lui qui a écrit des lettres à Jem avant sa mort. Et en fait, elle en ouvre une à chaque fois. Et elle apprend des choses à chaque fois. Mais du coup, il me semble que c'est ça, hein. Mais du coup, elle va se baser là-dessus. Et oui, si, c'est ça. Et elle va se baser là-dessus, justement, pour pouvoir assouvir sa vengeance. Voilà. C'était très, très bien. C'était très, très bien. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Et très dur, hein, très dur, mais qui met en lumière pas mal de choses. Franchement, ça m'a fait beaucoup penser à 13 Reasons Why parce que c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'on va découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Et voilà, alors dans 13 Reasons Why, la vengeance, elle est faite par la fille qui est morte, hein, en l'occurrence. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, on est un peu dans le même esprit. Et voilà, c'était très très bien. J'aime beaucoup cette autrice. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Felix Ever After de Kaysen Callender, qui est un auteur non-binaire. Alors, là aussi, des thématiques intéressantes qu'on ne voit pas partout, puisque on est... Alors, oh là là, est-ce que je vais me souvenir de son prénom? C'est pas comme s'il était dans le titre.
On est avec Félix. Alors Félix, c'est un garçon transgenre, mais en fait c'est plus que ça. Ou c'est moins que ça, ou enfin c'est un peu différent, on va dire, voilà. Puisque Félix, justement, il sait pas trop à quoi ou à qui s'identifier. Voilà, c'est le gros problème de sa life. Alors Félix a été assigné femme à sa naissance, enfin assigné fille, on va dire, à sa naissance. Mais il, parce que je pense que oui, son prénom c'est bien, son pronom c'est bien il ne s'associe pas du tout à une fille, vraiment pas, mais il se pose des questions parce qu'il s'associe pas, il s'associe pas trop non plus à un garçon en fait. Voilà, il ne se sent pas vraiment garçon non plus. Il sait que pour lui c'est pas une fille, voilà. Et donc il va y avoir un truc autour de ça, voilà. Qu'est-ce qu'il est? Et en fait c'est intéressant parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de réacs, de conservateurs et tout qui vont dire oui, mais il y en a marre de ces étiquettes débiles, machin. Bon, déjà, ils ont du mal avec le fait qu'il y ait d'autres genres, mais avec la transidentité d'une façon générale. Mais en plus, voilà, les étiquettes, genre, voilà, bah, asexuel, machin et tout ça. Mais en fait, moi, je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement intéressant ces étiquettes parce que ça permet de s'identifier, ça permet d'avoir une identité en fait. Et on comprend que les personnes qui ne s'identifient pas à tout ce qui est hétéro-cisgenre, ben, ont besoin de pouvoir s'identifier à d'autres personnes en fait, hein, tout simplement. Donc c'est très intéressant le sujet là-dessus. Mais il y a d'autres choses dans le livre, et notamment un aspect suspense aussi, puisque un jour Félix va découvrir, donc Félix est dans une école d'art, voilà. Et un jour, Félix va découvrir dans le hall de son école des photos de lui quand il avait encore son passing féminin en fait, avec son dead name, donc le nom qu'il avait avant en fait, qu'il a eu à la naissance. Et du coup, bon voilà, ce qui est extrêmement, extrêmement horrible pour une personne trans, hein, voilà. Et donc en fait, une grande partie du livre va porter sur sur la recherche en fait de qui est à l'origine de ça. Il va y avoir un aspect romance aussi, mais compliqué. Et voilà, enfin en gros voilà, c'était vraiment passionnant ce livre. Je ouais, il m'a vraiment passionné. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, il y a ce gros côté suspense. Où t'es à fond, mais qui a fait ça? Il y a vraiment une enquête, hein, il y a vraiment une enquête, une réelle enquête de Félix et de certains de ses amis sur qui est à l'origine de ces photos horribles et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a des rebondissements dans cette histoire. J'étais bien prise par les petits twists qu'il y avait à chaque fois. Et voilà, c'était vraiment très bien. Oui, je dis ça à chaque fois, mais voilà. Bon, celui-là, je m'attarde pas dessus parce que j'en ai parlé. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas rester trop dessus parce que j'en ai parlé pendant mon bilan qui était juste la vidéo d'avant. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, tant qu'il le faudra, de Cordelia, qui est un roman choral aussi. On va suivre des personnes qui sont... Je sais qu'il y a beaucoup de représentations LGBT+, dans ce top, mais parce que ce sont des romans qui m'ont beaucoup marqué. C'est pas... voilà, c'est comme ça. Et là, voilà, ce sont des militants. En fait, ils créent précisément ce que j'ai pas dit d'ailleurs dans mon bilan, c'est ils créent ensemble un magazine spécial pour la communauté LGBT+. Et du coup, on va suivre un peu leurs actions, leurs articles, tout ce qu'ils vont faire pour ça. Et c'était passionnant parce que bah, c'est la vie de ces personnages, c'est des tranches de vie. Et on adore les suivre parce qu'ils sont tous extrêmement attachants. Et même ceux qui sont cons, parce qu'il y en a qui sont cons, il y en a c'est des connards hein, dans l'histoire, hein, vraiment, hein, ils sont pas tous gentils et tout. Mais quand même, on s'attache, on s'identifie aussi, enfin voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré, il faut absolument que je lise le tome 2. Grande de Tiffany D. Jackson. Ah là là, là aussi une thématique super dure. Donc là, je crois que c'est Enchanted. Ça me revient d'un coup. J'ai pas eu besoin de regarder mon truc.
Enchanted, qui est une jeune femme noire, vous l'aurez deviné, qui... Donc c'est une adolescente, hein, elle a 16 ou 17 ans, 17 ans je crois, qui rêve de devenir chanteuse. Voilà. Et un jour, elle va participer à un télécrochet, décidément. Elle va participer à un télécrochet, sauf qu'elle va pas être prise par le jury, alors qu'elle chante extrêmement bien, mais je sais plus, ils ont trouvé qu'elle manquait de quelque chose. Bon, peu importe, ils l'ont pas prise. Le truc, c'est que Enchanted, elle va être repérée pendant son passage par un grand nom de la R&B américaine. Il s'appelle Corey, je crois. C'est un personnage fictif, hein, mais allez, le marque-page va être là. Corey Fields, voilà, il s'appelle Corey Fields. Et Corey va venir la voir et va lui dire, écoute, le jury, c'est des cons. Moi, j'ai vu le potentiel que tu avais. Pour moi, tu es une future star. Si tu veux, voilà, si tu veux, je vais t'aider, je vais te prendre sous mon aile et t'aider à devenir une star. Et évidemment, Enchanted, elle est en mode waouh, c'est son idole et tout, quoi, elle en peut plus. Et voilà, c'est vraiment. Elle est à fond. Mais le problème, c'est que. Donc, des parents, déjà, ils sont pas de ouf hein, avec ça, parce que. Bon, elle est quand même. Elle est quand même très jeune, c'est une ado, elle a ses études, etc. Ils n'ont pas trop envie qu'elle se lance là-dedans. Mais c'est son rêve, hein, Enchanted, voilà, c'est son rêve, et ils veulent pas non plus lui briser son rêve. Et donc, ils vont laisser faire, au début en tout cas. Le truc, c'est que cette relation avec le chanteur va devenir toxique. Puisque le chanteur, donc, évidemment, il sait qu'elle est un peu amoureuse de lui, donc il va profiter de ça. Et puis en plus, il va profiter du fait qu'elle soit mineure. Voilà, donc déjà, relation problématique. Mais en plus, ben voilà, il va lui faire miroiter monts et merveilles. Et donc, il va l'avoir sous son emprise, clairement. Et là, ça va aller de mal en pis. On va vraiment sombrer en plein cauchemar pour la jeune Enchanted. Et j'en dis pas plus. Et je vous dis juste que quelqu'un va mourir. Et en fait, on le sait dès le début de l'histoire. Voilà. Mais en fait, il va à chaque fois y avoir des deux temporalités. C'était vraiment passionnant. C'était dur, hein, c'était très dur. Mais bon, voilà, on a senti la grosse référence à R. Kelly, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec R. Kelly. Parce que en plus dans le livre, le Corey Fields, là, il n'en est pas à son coup d'essai, hein. Voilà, donc c'est clairement... Ben voilà, c'est marrant parce qu'au moment où je le dis, je vois comme il y a un décalage. Voilà, c'est totalement R. Kelly. Alors, je crois que l'autrice s'en défend un peu. Elle dit à un moment, elle dit en, je sais plus si c'est en préface ou en remerciement, enfin je sais plus, mais elle dit qu'elle n'a pas écrit l'histoire de R. Kelly. Mais bon, on comprend que c'est inspiré et que... Bah, quelque part, elle a voulu dénoncer ce qui se passait souvent, parce qu'il n'y a pas que R. Kelly, on va pas se mentir, ce qui se passait souvent dans l'industrie musicale, comme dans celle du cinéma d'ailleurs, et dans plein d'autres domaines artistiques. Hélas, hein, c'est plus que dans l'actualité maintenant, mais voilà, en tout cas, vraiment passionnant ce livre. Celui-là, bon pareil, je vais pas trop revenir dessus, As de pique de Farida Abike Iyimide, mais par contre cette fois je peux dire les prénoms, puisque dans mon bilan j'avais pas su dire les prénoms. Donc l'héroïne c'est Chiamaka, qui est la fille la plus populaire de son école et aussi la meilleure élève d'ailleurs, donc qui vise qui veut devenir major de promotion. Mais qui est une petite peste, voilà, il faut bien le dire. Et puis on a Devon qui lui aussi veut être major de promotion, mais qui lui est plutôt introverti. Voilà, c'est limite un loser un petit peu. Ils sont complètement à l'opposé les deux. Et un jour, voilà, ils vont recevoir des messages. Ils vont voir leur petit secret dévoilé. Et là, ça va partir en live. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe.
et est-ce qu'ils sont en danger. Et voilà, c'est un thriller, hein, c'est un thriller. Oui, d'accord, merci Avira. Et voilà, c'était passionnant, et donc je vous le recommande. Surtout, il y a évidemment la thématique du racisme, hein, mais là, on a quelque chose vraiment à laquelle je ne m'attendais pas, et c'était vraiment génial. Voilà. Natacha. Voilà, je recommande fortement celui-ci parce que il m'a espanté. Il m'a espanté. Merde, est-ce que ça ne se dit pas ce terme? Il m'a époustouflé. Voilà. Oui, est-ce que espanté, c'est typiquement sudiste. Donc voilà, celui-là. Chaque fois, je les mets les deux à côté, mais bon, parce que je les ai lus. En fait, j'ai lu les deux coup sur coup. J'avais acheté les deux coup sur coup. C'est deux de Saxus. C'est deux autrices noires, et du coup, je les associe beaucoup. Mais les histoires n'ont rien à voir. Donc là, c'est Deka, je crois. Ah, c'est pareil, le prénom m'est revenu. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est Deka. Donc là, c'est Deka qui est... Donc là, on est dans un royaume fantasy. Elle vit dans un royaume où, en fait, les filles doivent passer une cérémonie, une fois qu'elles ont 16 ans, elles doivent passer une cérémonie où, en fait, on les entaille, en fait, et si leur sang est rouge, elles sont pures. Si leur sang est doré, ou d'une autre couleur, d'ailleurs, elles sont impures. Voilà. Donc évidemment, on est sur une grosse métaphore du mariage, de la virginité, tout ça, hein, vous l'aurez compris. Mais Deka... Alors Deka, déjà, elle subit le racisme parce qu'elle est née d'une mère noire. Et dans le royaume, dans la région où elle est, en fait, ils sont tous blancs. Voilà. Mais surtout, son sang va couler doré. Et donc, elle va être condamnée à mort, sauf que elle ne va pas mourir puisqu'elle est immortelle. Et alors qu'elle est emprisonnée, une femme va venir lui proposer de l'engager comme guerrière dans un groupe de guerrières. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire qui était important, j'ai oublié de dire dans le bilan, mais c'est bien comme ça, je peux rajouter là, c'est que il y a un groupe d'ennemis en fait au royaume qui sont un peu des genres de zombies. C'est un peu ça, enfin c'est des espèces de créatures à forme humaine mais qui bouffent les gens, en fait, c'est horrible. Et donc en fait elle va être embauchée pour combattre ces ennemis-là. Et franchement, j'étais pas prête. Franchement, j'étais pas prête à ce qui allait se passer, aux révélations qu'il allait y avoir. Pareil, il y a beaucoup de suspense, il y a énormément de... Putain, en fait, je me rends compte que j'en ai mal parlé dans mon bilan, c'est un truc de fou. Bon, après, j'en avais déjà parlé auparavant, donc c'est pas très grave, mais il y a vraiment... comment dire? Il y a énormément de rebondissements dans cette histoire, et surtout, il y a énormément de pièces de puzzle qui s'ajoutent sans s'emboîter. Vraiment, il y a plein de mystères, en fait, dans ce roman. Et au fur et à mesure, on va avoir certaines révélations. On les a pas toutes, parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un tome 1. Mais déjà, il y a des révélations, déjà, c'est tuerie, quoi. Je m'attendais pas à ça. Et franchement, c'était génial. Bref, voilà, je ne peux que vous le recommander. Et pourtant, je suis pas une grosse lectrice de fantasy. Toi-même, tu sais. Mais celui-là, il faut absolument que je lise la suite, d'ailleurs, quand j'y repense. Oui, c'est sûr, Natacha. C'est toi qui me l'as demandé. Donc, pareil, celui-là, j'en ai parlé dans mon bilan, épique. Donc là, c'est avec Shiori qui va subir une malédiction. Ses 6 frères vont être transformés en grues. Elle va être exclue du royaume. Donc c'est la princesse, hein, du royaume. Elle va être exclue par sa belle-mère parce qu'elle a découvert que sa belle-mère était une démone. Sa belle-mère va lui jeter une malédiction. Elle va dissimuler son visage et elle va lui dire: si tu prononces un mot, à chaque mot que tu vas prononcer, l'un de tes frères va mourir. Et du coup, donc Shiori, on va suivre Shiori exilée, condamnée à chercher du travail pour s'en sortir et à ne pas divulguer qui elle est, malheureusement. Ne pas pouvoir divulguer qui elle est. Et il va y avoir pas mal d'intrigues.
C'était, voilà, et de la romance, et des meurtres, et enfin, beaucoup de choses. C'était génial. Merci, Biznid, pour ton suivi. Voilà, il y avait tout dans ce roman. Il y avait tout, de l'épique, de la magie, de la romance, du suspense, du sang. C'était, voilà, et donc réécriture d'un conte, chinois célèbre. Voilà, pour la précision. Oui, je sais, le dos droit. C'est marrant, il y en a plein à chaque fois qui me disent ça, ça m'énerve. Mais j'ai un problème. Je m'étire. Je suis en train de tourner une vidéo quand même. Au passage. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, K-pop confidentiel de Stéphane Lee. Sinon, bonjour, hein, Biznid. La politesse. Donc là, ouais, alors pareil, c'est une duologie. Donc le tome 2, c'est K-pop Révolution. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré, je m'attendais pas à aimer autant. Franchement, quand je me suis lancée là-dedans, je me rappelle, c'était une copine qui m'avait conseillé, mais qui était elle-même assez fan de K-pop et de trucs comme ça. Donc du coup, quand je me suis lancée là-dedans, j'étais en mode, oui, bon, ça va parler de K-pop, ça va être gentil et tout. Que nenni. Que nenni. Je m'attendais pas à ça. Non, vraiment. Donc, en fait, là, on va suivre. Alors, putain, on va être encore dans les télécrochets. Là. Il y en a beaucoup. On va suivre Candace. Je sais plus si c'est un télécrochet ou si elle va être recrutée parce qu'elle a une chaîne YouTube. Attendez. Pense bête. Je me suis souvenu du prénom cette fois. Ouais, c'est ça. C'est des auditions. Elle va passer des auditions. En fait, ce qui se passe, c'est que donc Candace, c'est une américaine d'origine coréenne, comme l'auteur d'ailleurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle est très très fan d'un groupe de K-pop qui est un peu le groupe populaire du moment. Ah, merci Biznid, bonjour. Je suis en train de tourner un top de mes romans young adultes préférés. Voilà, sachant que c'est pas ma principale lecture, le young adulte, mais j'en lis quelques-uns et du coup, voilà, je voulais me parler de ceux qui m'ont plu. Du sang, c'est pour moi, ouais, c'est clair, Steph. Bon, là, il n'y a pas de sang, mais on n'est pas loin quand même. Non, donc voilà, elle est très fan d'un groupe qui s'appelle One pardon. Non, One c'est le mec, c'est le chanteur. C'est quoi le groupe? SLK, ouais, One c'est le chanteur, pardon. C'est SLK. Donc elle est très fan de SLK. Et un jour, la maison de prod, le label en fait de SLK va organiser des auditions dans sa ville, en Amérique. Bah oui, pourquoi pas. C'est de la fiction. Et donc évidemment, Candace, elle est ouf, elle va participer à ces auditions. Sauf que finalement, je crois qu'ils prennent personne, un truc comme ça. Mais, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je pensais à la chaîne YouTube. Mais en fait, ils vont changer d'avis quand ils vont voir la chaîne YouTube de Candace. Je crois que quelqu'un va leur envoyer tout ça. Et en fait, ils vont se dire, ah, mais en fait, elle est très très bonne. Et du coup, ils vont lui proposer, non pas de rejoindre un groupe de K-pop, ça serait trop facile. Non, ils vont lui proposer de venir intégrer une de leurs écoles, enfin leur école d'ailleurs. Je crois que c'est chaque label a sa propre école. Hein. C'est vraiment comme ça hein, que ça se passe en Corée du Sud, je précise. Alors pas pour les auditions, hein, mais pour les écoles. Ils vont lui proposer voilà, d'intégrer son école pour former les futures stars, hein, les futurs futurs idoles, membres de groupes de K-pop. Et donc Candace, ben voilà, bon, elle vit en Amérique et tout ça, ses parents ils vont pas être trop chauds pour qu'elle parte en Corée, hein, pour le coup. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est son rêve, c'est le rêve de toute sa vie. Donc ils vont dire bon, ok, vas-y, de toute façon, dans leur tête, voilà, les parents ils vont se dire bon, de toute façon elle va aller là-bas, elle va échouer, elle va revenir, c'est bon. Et donc Candace part en Corée, elle intègre cette école, mais le problème c'est que eh ben, la réalité est bien, bien, bien loin de ce qu'elle imaginait, puisque, en fait, donc, on le sait, hein, quand on s'intéresse un petit peu à la K-pop, les écoles comme ça, c'est un enfer sur Terre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils doivent
Ah oui, tu l'avais lu aussi, Natacha. Ils doivent travailler tout le temps, 6 jours sur 7, mais 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Ils ont à peine le temps de dormir. Ils mangent, enfin, elles en l'occurrence, les filles mangent que dalle parce qu'il faut qu'elles soient toujours super maigres. Enfin voilà, c'est un enfer incroyable et donc elle va vivre ça et donc on va nous raconter vraiment les dessous de ces écoles donc dans le premier tome. Et bon, désolé, je spoil un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu évident. Elle va, dans le deuxième tome, pour le deuxième tome, en fait, elle va réussir à intégrer un groupe. Alors, ça spoil pas tant que ça, parce qu'en vrai, il va y avoir beaucoup, beaucoup de péripéties avant ça. Et dans le deuxième tome, donc, on va suivre comment ça se passe dans le groupe, parce que c'est pas parce que tu as réussi ton objectif d'intégrer un groupe que ça va aller mieux après. Non, 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 c'est encore pire après. Et notamment, bon, ça va aussi parler du fait de ne pas pouvoir avoir de petite amie, enfin, d'être constamment surveillé, de devoir vivre avec les membres de ton groupe, etc. Enfin bref, énormément de choses comme ça. C'était génial. Et puis bon, il y a pas que ça dans cette duologie, c'est qu'il y a une autre thématique sous-jacente dans le truc, c'est que Candace, elle veut un peu révolutionner le milieu. Elle veut que ça soit moins sexiste. Mais elle a cru, elle n'a pas pensé voilà, que la Corée était un pays extrêmement conservateur et que donc forcément elle allait un peu se battre contre des moulins à vent. Mais voilà, donc c'est le combat d'une jeune femme là-dedans. C'était vraiment très très bien. C'était vraiment très très bien, c'était assez réaliste. Alors bon, il y a la petite romance qui a... Quoique si, la romance elle est bien quand même. La romance elle est bien parce que c'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre et tout ça, donc voilà. Mais c'est pas le plus important dans le livre. Et voilà. Franchement, j'ai vraiment adoré. C'était une excellente surprise. Celui-là, j'en ai parlé dans mon bilan, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est Sophia, Sophia qui est sur la couverture là, qui vit dans le monde de Cendrillon. En fait, on est dans le monde de Cendrillon, mais Cendrillon est morte depuis très longtemps. Voilà, donc on est vraiment sur les descendants de Cendrillon. Et en fait, tous les ans, le roi du royaume donc a coutume de faire un bal où en fait il convie toutes les... Alors il convie, c'est obligatoire, hein, c'est une invitation obligatoire. Oui, le 2 est excellent aussi, Natacha. J'ai autant aimé les deux. Il convie toutes les jeunes filles du royaume qui sont bonnes à marier, en fait. Hein, voilà. Et donc, les mecs, eux, ils peuvent venir faire leur marché. Allons-y. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Voilà. En gros, c'est eux qui choisissent. Voilà. C'est vraiment le marché. Mais Sophia, elle ne veut pas y aller. Déjà, elle est amoureuse de sa meilleure amie qui s'appelle Erin, je crois. Donc voilà, elle n'a pas du tout envie de se marier avec un mec et encore moins de quelqu'un qu'elle n'aura pas choisi. Donc du coup, elle va tout faire pour ne pas y aller. Mais ça va s'avérer plus compliqué que prévu. Et dans sa quête, elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment... Constance, voilà, qui s'appelle Constance. Constance, c'est l'une des descendantes de la famille de Cendrillon. Je crois que ça doit être la petite fille d'une de ses belles-sœurs, un truc comme ça. Bref. Et Constance va lui dire, mais tu sais, en fait, Cendrillon, l'histoire qu'on raconte partout, parce qu'en gros, le mythe de Cendrillon est resté, c'est dans les livres d'histoire, etc. L'histoire qu'on raconte partout, c'est pas la vraie histoire. Et donc, elle va lui raconter la vraie histoire. Et du coup, Sophia va découvrir que le roi n'est pas forcément celui qu'il prétend être. Et puis, il va y avoir d'autres révélations de ouf aussi. Et voilà. Et donc, on va suivre dans sa quête de révolution, en fait. Hein, clairement, c'est un livre super féministe. Mais c'était génial. C'était génial. Donc, voilà. Je me suis vraiment régalée. Il était assez court. Hein. Il était assez court, mais je l'ai bouffé. Voilà pour celui-ci. Like a Love Story aussi, j'en ai parlé. Donc, la jeunesse dans les années 90 de jeunes garçons gays
qui malheureusement voient tous les gens autour d'eux mourir du sida et qui savent qu'eux-mêmes sont en danger. Ça parle. Donc ça parle de l'homosexualité, ça parle du militantisme, ça parle du sida, mais ça parle aussi d'amitié, ça parle de racisme, ça parle un peu de grossophobie aussi. Enfin voilà, plein de thématiques, encore une fois, mais ce que j'ai adoré dans ce livre, tiens, je ne l'ai pas dit, je crois, dans le bilan, mais je l'avais dit quand j'en avais parlé en bilan lecture à l'époque. Ce que j'ai adoré, c'est que ce n'est jamais putassier, en fait. C'est jamais putassier. C'est jamais genre pathos, faire pleurer dans les chaumières. Non, c'est triste, oui, évidemment, c'est triste, c'est normal, hein, on parle du sida, etc. Mais il y a toujours dedans une petite note d'espoir et il y a toujours, enfin, c'est toujours présenté comme quelque chose quand même enfin, il y a toujours des belles choses qui sont mises en parallèle de ça, en fait. Et, et du coup, ça rendait les choses assez réalistes quelque part, paradoxalement. Parce que bon, c'est vrai que, ok, je comprends qu'il faille parler les choses. Attention, hein, ça reste super dur et triste, hein, mais c'était surtout très beau, c'était très émouvant. Bon, j'ai chialé ma race, hein, évidemment. Mais voilà, il est... C'est dur, mais en même temps, voilà, il y a des touches de luminosité dedans qui font qu'on sombre pas dans le simple pathos, quoi. Et c'était très beau. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, ma souris, t'es où la souris? J'ai perdu ma souris. J'ai perdu ma souris. Je crois qu'elle a plus de batterie. Ah ouais, attendez. Faut que je branche ma souris. Ah. Forcément, ça va moins bien marcher. Voilà. Mais c'est une souris rechargeable. Du coup, est-ce que tu reviens la souris, s'il te plaît? Voilà. Ah, c'est bon. Donc, excusez-moi pour cette petite interruption. Les petites reines de Clémentine Beauvais, ah là là, dans le genre empouvoirant, celui-là aussi. Mais surtout, extrêmement drôle. Qu'est-ce que j'ai adoré, les petites reines. On est sur la fin, hein. C'est l'avant-avant-dernier, celui-là. Non, c'est l'avant-dernier, même. Donc, dans cette histoire, on va suivre Mireille, qui a 15 ans. Donc, on est en France, hein, voilà, elle vit dans une petite ville. Et en fait, chaque année, dans son école, il y a un concours qui est organisé pour élire les filles les plus moches de l'école. C'est le concours des boudins. Voilà. Et donc, Mireille, je crois qu'elle gagne chaque année, hein, mais elle n'est pas la seule. Donc, cette année, elle n'est pas la seule à gagner. Il va y avoir aussi 2 autres jeunes filles qui s'appellent Astrid et Akima. Et elles ne se connaissaient pas, les 3. Mais du coup, ben voilà, le fait d'avoir été élues boudin de l'année, ça va les rapprocher. Et en fait, elles vont se dire, ok, d'accord, on est moche. Ben, puisque c'est comme ça, on va faire quelque chose. En gros, c'était un truc comme ça. Puisque c'est comme ça, on va revendiquer, c'était ça en fait, on va revendiquer notre statut de boudin et on va le montrer à la France entière. Et en fait, elles vont décider de partir en vélo, d'aller jusqu'à Paris en vélo. Alors, je sais plus, elles ont un but. Alors, je crois que toutes les 3 ont un but différent. Désolée si je me rappelle pas parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais il y a un but final, en fait. Je crois que c'est d'aller à l'Élysée. Un truc comme ça. En tout cas, c'est vraiment, voilà, pour faire parler d'elles. Et donc, on va les suivre dans leur péripéties à vélo. Et c'était extrêmement drôle parce qu'en fait, Clémentine Beauvais, voilà, elle a des punchlines, mais sans arrêt. Donc, c'est Mireille qui raconte. Et vraiment, mais chaque phrase est une punchline, limite. Tellement c'est génial. J'ai rarement autant ri dans un roman, mais je crois que Clémentine Beauvais, elle me fait rire à chaque fois de toute façon. C'est un truc de fou, quoi. J'ai lu 3 Clémentine Beauvais et les 3 m'ont fait rire. Et voilà, c'est un truc, parce que du coup, forcément, c'est empouvoirant, parce qu'il y a le côté... Ouais, Boudin est fier de l'être, en gros, c'était un peu ça, mais surtout pour montrer que, ben voilà, c'est pas leur physique qui compte, c'est leur personnalité.
Et évidemment, elles vont mettre en avant leur talent à chacune. Et puis, bon, voilà, il va y avoir des petites histoires en parallèle. Voilà, c'était vraiment très très bien. C'est pareil, voilà, si vous avez des jeunes ados, surtout des jeunes ados qui sont complexés, il faut leur faire lire ça, quoi. Vraiment. Vraiment. Ouais, c'est clair, Steph, le seul concours que t'as pas envie de gagner. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dans ce livre et c'est très empouvoirant aussi. Donc voilà, c'était super. On s'attache tellement aux personnages. Vraiment, on ne peut que s'attacher. C'est vachement bien. Donc voilà pour celui-ci. Et donc le dernier qui est le seul dans ma liste de diamants. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que c'est le seul qui n'est pas vraiment de thématique féministe ou LGBT+, ou racisme, tout ça. Comme quoi, comme quoi il n'y a pas que ça qui compte non plus, hein. Mais pour moi, c'est celui que j'ai pris le plus. Mais je pense que si vous me suivez, vous savez lequel c'est. C'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à lire dans tous les young adultes. C'est Killing November de Adriana Mazer. Ça m'énerve parce que... En vrai, ça m'énerve parce que je me dis, bon, c'est pas celui qui me plaît le plus à mettre en avant parce que il n'y a pas de... Enfin, si, il y a quand même des messages intéressants, sinon ça m'aurait pas plu non plus, mais je veux dire, il n'y a pas de messages forts qui sont portés par ce roman. Voilà, c'est pas transidentité, le racisme, tout ça, machin, la tolérance, etc. La maladie, j'en sais rien, non. Il n'y a pas tout ça. C'est pas un roman, voilà, c'est pas un roman social, c'est juste un Dark Academia, mais qui est super cool à lire, qui a plein de qualités que j'aime retrouver dans un roman, c'est-à-dire notamment, il y a quand même, déjà, il y a toute une question politique, mais pas politique au sens sociétal, politique au sens guerre de pouvoir, tout ça. Vraiment ça, un peu à la Game of Thrones en fait. Hein. C'est voilà, puisque... Alors je vais peut-être d'abord raconter l'histoire. Donc on suit, alors, c'est pareil, c'est écrit dans le titre, on suit November. Oui, c'est le nom... c'est pas le mois de novembre qu'on tue, non, non. C'est November qui est l'héroïne, donc, qui va se retrouver dans une académie dont elle ignorait l'existence. C'est son père qui l'envoie là-bas. Voilà. Pour une certaine raison. Hein, voilà. Elle ne connaissait pas du tout l'existence de cette académie. C'est une académie où on apprend à devenir quelqu'un d'important, notamment une éminence grise. Voilà. Et pour cause, en fait, tous les membres de cette académie font partie de familles prestigieuses qui ont toujours été dans l'entourage des plus grands. Pas les plus grands en eux-mêmes, mais toujours dans l'entourage des plus grands. C'est pour ça que c'est des éminences grises, en fait, genre conseiller d'un roi, voilà, ce genre de choses, ou garde du corps, ou voilà. Et pour ça, il faut avoir des compétences. Et donc les compétences qu'on apprend, c'est pas seulement théorique, c'est aussi pratique, puisqu'il faut savoir tuer, il faut apprendre aussi à observer, voilà, il y a de cours un peu de mentalisme, de plein de choses comme ça, mais bon, c'est surtout, voilà, il y a pas mal de choses autour de l'entraînement pour tuer des gens quand même, hein, je veux pas dire, mais voilà, bref. Et donc elle se retrouve là-dedans, elle comprend pas ce qu'elle fout là, et petit à petit, elle va découvrir donc pourquoi elle est là. Et en fait, c'est parce qu'elle-même fait partie d'une de ces familles. Elle ne le savait pas, donc j'en dirai pas plus. Hein. Mais en gros, voilà, il y a plusieurs familles puissantes, comme dans Game of Thrones, hein, clairement, voilà, c'est vraiment... et là, c'est des clans, en fait, genre il y a les loups, les ours, je sais plus trop, mais voilà, plusieurs clans comme ça.
Et il y a des alliances et des inimitiés, on va dire, parmi ces clans. Voilà, il y a certains clans qui sont associés, qui sont alliés, et d'autres qui se détestent cordialement. Et du coup, bah voilà, November va découvrir tout ça. Il y a aussi un gros côté Harry Potter, on va pas se mentir, hein, avec cette école. Cette école m'a vraiment, genre, la salle de repas et tout ça, c'est totalement la grande salle de Harry Potter, on va pas se mentir. Euh, voilà. Ah oui, tu l'avais lu, Natacha? Ah, c'est cool. Et voilà, et du coup, bah ouais, Game of Thrones versus Harry Potter, ça ne pouvait que me plaire. Ça ne pouvait que me plaire, effectivement, j'étais à fond dedans. C'est l'un des rares livres euh, où, pendant que je lisais, je n'ai pas une seule fois regardé où j'en étais. J'avais pas du tout envie de terminer le livre, tellement j'étais à fond dedans. Et voilà. Et puis, ah oui, puis dans l'intrigue aussi, d'où le titre, c'est qu'elle va se rendre compte qu'on cherche à la tuer, November. Donc on a vraiment une grosse partie thriller quand même. Hein. Vraiment une grosse partie thriller. Et donc évidemment, qui dit tentative de meurtre dit enquête aussi. Hein. Et voilà. C'était vraiment très bien. Bon, malheureusement, voilà, je suis obligée de le mettre là. Il est dans ma liste de diamants parce que je l'ai surkiffé. Et voilà. Malheureusement, le tome 2, contrairement aux autres duologies de ce classement, là, le tome 2, il est nettement en dessous. Il n'est pas mauvais, mais j'en retiendrai rien. Honnêtement, le tome 2, il n'est pas du tout à la hauteur, mais c'est dû au fait que ça ne se passe plus dans l'école. L'école faisait les 3/4 du livre, en fait. Une fois sorti de l'école, ça n'a plus d'intérêt. Vraiment, là, pour le coup, c'était très décevant. Le tome 2 qui s'appelle Hunting November était très décevant. Donc voilà, bon, j'ai lu la duologie, mais c'est vrai que j'en garde un petit goût amer parce que, bah voilà, j'ai tellement aimé ce premier tome et d'un coup, bon, bah c'était moins bien. Mais bon, mais ça reste, franchement, je le laisse parce que, enfin, je le laisse en diamant parce que, pour moi, voilà, c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime retrouver dans un roman. Alors, ça dépend du type de roman, vous allez me dire, évidemment. Mais on va dire, voilà, dans ce genre de roman, un peu Dark Academia, ou thriller, ou voilà, là, il y a tout, quoi. Voilà, il y a tout. Vraiment. Et j'avais pas eu ce niveau d'addiction comme ça à ma lecture depuis Harry Potter, quoi. Vraiment. C'est pour ça que je suis obligée de le mettre là, quoi. De le mettre et de le laisser dans ma liste de diamants. Mais bon, mais c'est mon ressenti. Après, voilà, c'est pas comme les autres parce que je peux pas vous dire. Déjà, je pense que tout le monde ne va pas aimer. Bon, vous allez me dire, pour tous les livres, c'est pareil, mais je peux pas vous dire, lisez-le parce qu'il y a des thématiques très fortes dedans, machin. Pas trop, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas le cas. C'était juste un gros kiff de lecture. Voilà, celui-là, il est à part parce que c'était juste un gros kiff de lecture. Oh, il y en a un que j'ai oublié de mettre aussi. Je viens de m'en rendre compte. Mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Mais je le dis quand même, je le cite, parce que c'est quand même important. C'était Endgame. C'est vrai, je l'ai pas mis. Parce que je sais pas si c'était Young Adult. Si, je pense que si quand même. Endgame, où en fait on est dans un roman. Je vais revenir par là du coup. Pour pas mélanger les deux. Où on est dans un... C'est pas un post-apo, c'est un pré-apo, on va dire. Puisque l'apocalypse est sur le point d'arriver. Et en fait, on a 12... Ouais, c'est ça, 12... Peut-être un peu plus, je sais plus. Bon, disons 12 jeunes gens qui ont été recrutés pour retrouver, résoudre les énigmes qui parviendront à empêcher la fin du monde. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est une grosse épopée. C'est vrai, putain, j'ai oublié de le mettre. Je suis con. Je l'ai pas vu. C'est bizarre. En plus, je crois je me demande s'il n'est pas dans ma liste de diamants aussi. Non, il doit être dans ma liste d'or. Donc, ouais, Endgame, le tome 1, c'est l'appel de... Je vais vous dire ça de suite. C'est un auteur.
C'est un auteur, c'est un auteur. Ouais, j'avais surkiffé aussi, donc je préfère quand même le dire, le rajouter. Tant pis, vous n'aurez pas la couverture, mais au moins de James Frey, voilà. Ah, de James Frey et Niels Johnson Shelton. Mais bon, c'est James Frey quand même qui a fait le plus gros. Visiblement, parce que son nom étant plus gros. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est 12, ouais, c'est ça. C'est 12 jeunes élus. Et en fait, ils sont tous issus de peuples anciens, en fait, d'ethnies. Ils sont tous d'ethnies différentes, mais d'anciens peuples sur Terre, quoi. Genre, par exemple, il y a une jeune fille qui est d'origine amérindienne. Si j'aime pas dire ce terme, mais bon, moi vous comprenez mieux. Voilà, il y a des Asiatiques, il y a personnes d'origine, pas viking, mais d'anciens peuples là, du Nord. Bref, je suis nulle à ça. Hein. En plus, c'est des termes assez techniques. Bref, ils viennent vraiment de diverses ethnies du monde entier. Et voilà, et ils s'affrontent en fait dans des épreuves pour résoudre des énigmes et parvenir à... Mais c'est un genre de Hunger Games presque parce qu'ils sont obligés, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui doit résoudre l'énigme en fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Et voilà, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc évidemment, j'ai lu le tome 1, il y a déjà des morts, hein, vous en doutez. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que tu penses que voilà, certains vont être les héros et tout ça pendant toute la trilogie. Je crois que c'est une trilogie, mais en fait non. Donc voilà, et du coup, j'ai toujours pas... J'ai lu ce tome 1, ça devait être en 2017. Et j'ai toujours pas lu le tome 2. Pourquoi? Alors que j'ai surkiffé le tome 1. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, il y a trois tomes. Je crois que j'ai que les 2 premiers en plus. Mais bon, voilà. Je le lirai, mais il faut que je trouve un résumé du 1 parce que encore qu'il m'a quand même marqué, hein, parce que je me rappelle quand même pas mal des personnages, mais pas des détails, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, sur ce, du coup, bon, c'était un top 26 au final, parce que j'avais oublié Endgame, mais je pense que c'était quand même important. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture, en tout cas. Et du coup, la prochaine vidéo, j'enregistrerai pas. Donc la prochaine vidéo, bah, ça sera une tier list. Voilà. Ce sera une tier list. Peut-être que d'ici là, je vous posterai autre chose, du coup. Je sais pas trop. On verra. On verra. Ouais, peut-être pas, non. Parce que là, j'ai posté jeudi. Bon, bref. Parce que j'ai encore une vidéo qui traîne. Que j'ai toujours pas postée. C'est la fameuse tier list Stephen King. Là, j'avais posté un tag et j'avais pas posté la tier list Stephen King, mais ça viendra un jour. Ça va parce que ça dépend pas d'une époque en particulier, donc c'est pas gênant. Mais là, ça sera une tier list sur les sagas nordiques. Voilà, j'ai annoncé tout ça tout à l'heure en début de live. Donc ça, ce sera tourné dimanche soir et ce sera posté lundi. Voilà. Sur ce, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois. Bien.